avec tout ce que le président Gbagbo a pu donner à la France. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakuri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait les sondages pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il y avait aucune difficulté sur ce plan-là. C'est quand même un paradoxe, non? Il vous a pas échappé. C'est très paradoxal. Cet homme vient de lâcher une bombe, des révélations 40 fois supérieures à la cassette Mairie, dit-il. Robert Bourgi a effectivement tout balancé, tout ce qu'il sait sur 25 ans de pratiques occultes entre la France et l'Afrique, au cœur desquelles reviennent deux noms, Chirac et Villepin. Il s'est confié au journal du dimanche. Il n'y avait jamais moins de 5 millions de francs, cela pouvait aller jusqu'à 15 millions. Je me souviens de la première remise de fonds en présence de Villepin. L'argent venait du maréchal Mobutu, président du Zaïre, c'était en 1995. Il m'avait confié 10 millions de francs que Jacques Foccart est allé remettre à Chirac. Foccart, l'ex-secrétaire général de l'Élysée du général de Gaulle, chargé des affaires africaines, va tout apprendre à Bourgi, alias M. Chambertin. Il reprendra le flambeau à sa mort. Dominique de Villepin est un ami de longue date. Après l'élection de Jacques Chirac, leurs relations se dégradent, mais les valises d'argent poursuivent leur va-et-vient, notamment lors de la campagne présidentielle de 2002. D'après Bourgi, 5 chefs d'État africains, dont Laurent Gbagbo et Omar Bongo, auraient été très généreux avec Mamadou, le nom de code de Villepin. Pendant des années, des liasses de billets auraient été acheminées, cachées dans des coffres de voitures ou dans des tambours africains. Bonjour Robert Bourgi. Bonjour. Dans le livre que publient Laurent Gbagbo et François Mattei, vous êtes à nouveau dépeint comme une éminence grise de la France-Afrique et vous auriez, selon Laurent Gbagbo, tenté de le faire cracher au bassinet, c'est l'expression qui est employée, afin que le président ivoirien participe au financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002. Est-ce vrai? Le mot cracher au bassinet est un peu violent, un peu vulgaire. Comment cela s'est-il fait? Lors des rencontres que Laurent Gbagbo avait eu avec Jacques Chirac à l'Élysée et avec Dominique de Villepin hors Élysée, Dominique de Villepin avait demandé à Laurent Gbagbo si, le moment venu, il pouvait aider à la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Laurent Gbagbo avait dit oui. Ni Villepin ni Robert Bourgi n'avaient mis le pistolet sur la tempe de Laurent Gbagbo. Et cela s'est fait dans un restaurant des bords de Seine. Le Voltaire? Pas le Voltaire, justement, je rectifie. Cela s'est fait au restaurant La Pérouse. Et c'est là que Dominique de Villepin, assisté de moi, avait dit à Laurent, bon voilà, Laurent, nous allons vers une campagne présidentielle 2002. Il est de tradition que les chefs d'État africains aident les partis politiques français. Là, nous sommes au pouvoir. Est-ce qu'éventuellement, tu pourrais nous donner un coup de main? Et Laurent Gbagbo de lui répondre spontanément, il n'y a pas de problème, le moment venu, tu me le fais savoir et j'enverrai un émissaire. Et lors d'un deuxième voyage officiel de Laurent Gbagbo à Paris, une réunion s'est tenue, il y avait là son ministre des Finances, il y avait là son directeur de cabinet Anoma, il y avait là l'ambassadeur Eugène Alou, son directeur de protocole et chef de cabinet. Ils avaient réuni la somme de 3 millions de dollars. Donc Gbagbo a participé à hauteur de 3 millions de dollars au financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002. Absolument. Gbagbo ne fait que confirmer ce que j'avais dit en septembre 2011 et la planète médiatique m'était tombée dessus. Je n'ai jamais transporté de valise, je le répète, j'accompagnais des émissaires. Et c'est Eugène Alou, directeur du protocole présidentiel, qui a remis cette somme à Dominique de Villepin. Je confirme. O bagala jura caman ka maa ka faga o si tɛ ivoirien ye o caman yɛrɛ ye maliyɛnw de ye ani laginɛka mais o ko jura se jura ivoirien o maliyɛn o burkinabé o laginɛka o n'u ka jura fɛn fɛn ye o b'a faga ko jura se jura ko tɛ jura wolomala ka bɔ jura la tuguni. Des étrangers ont en effet été endeuillés dans cette ville de Daloa où des centaines de personnes seront assassinées.
C'est Mama Touré qui avait découvert le corps de son oncle, El Hadj Bakari Touré, riche commerçant malien enlevé en octobre 2002 en compagnie de son frère par des militaires sous les ordres de Laurent Gbagbo. Il a fallu des jours et des jours pour convaincre Mama Touré de revenir en ces lieux. On est venu voir, il y avait plusieurs corps ici. C'est pas... On a regardé, il y a d'autres même qu'on ne peut même pas regarder, le figure était parti, bon, c'est pas... Donc, je me suis dirigé vers là-bas, là. J'étais allé trouver lui, avec son petit frère, avec son... tailleur, bon. 10 ans plus tard, la douleur est toujours présente. Et c'est toute la famille qui reste inconsolable. Les souvenirs des douloureuses épreuves reviennent. Avec eux, les larmes. Mon père a toujours vécu avec ce qu'il était, mais il a été pris par l'armée devant tout le membre de la famille. Depuis dans la cour, déjà, il a été blessé devant nous. Nous nous posons question, pourquoi? Pourquoi cette haine-là? Cette haine, qu'est-ce qu'on te reproche? Bon, jusqu'à il n'y a pas de réponse. La question reste telle qu'il... Vraiment, c'est difficile de revenir ici, cette période, quoi. Vraiment, c'est très difficile. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985, de nationalité malienne. Diara Abdoulaye, né en 1961, de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Modoun Diaye, Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Le génocide, c'est la volonté de destruction de tout parti d'un peuple en raison de son caractère national, racial, ethnique. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, les ingrédients étaient réunis. Et une tendance génocidaire était déjà sur place parce que plusieurs aspects peuvent être soulignés, c'est-à-dire qu'une idéologie, l'idéologie de l'ivoirité, c'est-à-dire de la différence, mais de la différence meurtrière. On était à la limite, au stade de l'épuration ethnique. C'est certain qu'on était arrivé au stade de l'épuration ethnique. Les musulmans ont été ciblés parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons, et quelquefois avec certains membres de leur famille. Dès le départ, on voulait fabriquer un dictateur, un tueur. Des petits marginaux meurent, on dit Gbagbo a tué. Et pourtant, ces cercueils qu'on aligne, comme les investigations de plusieurs organisations des droits de l'homme le prouveront, ce sont ceux de victimes des escadrons de la mort sous le commandement de Laurent Gbagbo et de son entourage immédiat. Il ne s'agit donc pas de petits marginaux, comme le lance avec condescendance et mépris le président ivoirien. Devant l'ampleur des massacres et contre l'orthodoxie religieuse et les valeurs culturelles dans le pays, c'est parfois dans des fosses communes qu'on enterre les victimes. Sous Laurent Gbagbo, les morts ont souvent une religion, l'islam. Sous Laurent Gbagbo, les morts ont souvent une origine, le nord de la Côte d'Ivoire. Sous Gbagbo, les morts ont souvent une coloration politique, l'opposition. Le génocide, c'est la volonté de destruction de tout parti d'un peuple en raison de son caractère national, racial, ethnique.
Et on a pu le voir dans l'histoire avec ce qui s'est passé à Auschwitz, le génocide juif, mais aussi le génocide arménien en 1916 ou le génocide rwandais en 1994. La destruction se fait pour ce qu'on est. Alors, dans le cas de la Côte d'Ivoire, les ingrédients étaient réunis. Et une tendance génocidaire était déjà sur place parce que plusieurs aspects peuvent être soulignés, c'est-à-dire qu'une idéologie, l'idéologie de l'ivoirité, c'est-à-dire de la différence, mais de la différence meurtrière. On était à la limite, au stade de l'épuration ethnique. C'est certain qu'on était arrivé au stade de l'épuration ethnique. Les musulmans ont été ciblés parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons, et quelquefois avec certains membres de leur famille. Tout homme sensé ne devrait pas tolérer les attaques des lieux de culte. Notre civilisation est basée aussi sur le fait culturel qu'est la religion. On ne devrait pas tolérer les attaques des lieux de culte. Le jour où les hommes sont assez en colère pour attaquer les lieux de culte, c'est que l'humanité va vers la déshumanisation. Certains Ivoiriens se sont-ils donc laissés déshumaniser sous Laurent Gbagbo quand des lieux de culte sont attaqués, exclusivement des mosquées, contre lesquelles les partisans de M. Gbagbo vont s'acharner. Une punition collective infligée aux membres de cette communauté pour leur soutien supposé à l'opposant Alassane Ouattara, lui-même musulman. Les 10 années de Laurent Gbagbo ont clairement été marquées par un basculement de plus en plus important du pays dans la violence, une généralisation de la violence. Et effectivement, je pense qu'on ne saura probablement jamais exactement, disons, le bilan en termes de victimes de cette période. Mais évidemment, dans ce bilan, il faut intégrer, disons, les victimes des exactions commises par les forces de sécurité ivoiriennes à la solde de Laurent Gbagbo, par les différentes milices. C'est notamment à travers les journaux que lui et ses proches ont créé que Laurent Gbagbo et sa formation, le Front populaire ivoirien, endoctrinent méthodiquement une partie des Ivoiriens. La stratégie de propagande consiste d'abord à brandir le chiffon rouge des étrangers envahisseurs, essentiellement des pays voisins, désignés à la vindicte populaire. Ensuite, le pouvoir, dans sa volonté de réduire l'électorat hostile du Nord à sa plus simple expression, assimile une partie des Ivoiriens de cette vaste région de savane aux immigrés burkinabés, maliens, guinéens et autres Nigériens avec lesquels ils partagent bien de langues locales, de patronymes et même la religion musulmane pour une partie. Il s'agit donc de faire de la majorité des Ivoiriens du Nord des apatrides et donc de leur retirer le droit d'être éligibles et de voter. C'est mon élève syndicaliste et politique. Et je dis à ceux qui veulent connaître mieux Laurent, je dis il y a plusieurs Laurent Gbagbo. Le Laurent Gbagbo étudiant syndicaliste, le Laurent Gbagbo citoyen ordinaire, le Laurent Gbagbo homme politique et le Laurent Gbagbo chef d'État. Ces 4 individus sont différents. Bon, moi, ça me ferait très mal qu'on qualifie M. Laurent Gbagbo de panafricaniste. Et moi-même, je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition, à travers les discours qu'il tenait. C'était un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Mais, une fois que je l'ai vu à l'œuvre, à l'action, donc ça me fera sourire d'entendre que M. Laurent Gbagbo est un panafricaniste. Le panafricanisme, c'est l'affirmation que la nation africaine est possible, la République africaine intégrale est possible à partir du dépassement des blessures de la traite des Noirs et de la colonisation. Or, Laurent Gbagbo veut d'une Côte d'Ivoire qui appartienne strictement aux Ivoiriens.
Donc il veut la fin du panafricanisme ivoirien. Car avant Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire était une république de panafricanisme concret. C'était une république inclusive. À partir de Laurent Gbagbo, elle devient une république de panafricanisme abstrait. Une république où le panafricanisme est un pur dogme, un flatus vocis, un mot jeté en l'air, alors que les pratiques sont profondément anti-panafricaines. Laurent Gbagbo se présente dès lors comme un imposteur pour ceux qui analysent réellement ces pratiques politiques. Le Front populaire ivoirien, le parti que nous avons fondé avec M. Laurent Gbagbo, se voulait un parti panafricaniste et un parti de gauche. Dès 1994, les signes étaient là. Les signes que le Front populaire ivoirien, parce qu'il a abandonné idéologiquement la ligne, parce qu'il était en rupture avec la philosophie politique que nous incarnons, parce qu'il avait épousé tout ce qui était bon pour arriver au pouvoir, il fallait le faire. Il était évident que ce parti utilise la violence que nous avons vu exprimer, que ce parti essaie d'utiliser les étrangers comme faire valoir pour exprimer sa violence. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diarra Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Modoun Diaye, de nationalité Mohamed Camara, Jean-Pierre Zoungrana, Mamadou Barry, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé.